Bonjour et bienvenue au Salon international de l'agriculture 2025. Comme on le voit dans les médias depuis quelques semaines, quelques mois, pas un jour sans parler d'IA. Donc on s'est dit, on va parler d'IA. C'est le sujet de ce plateau, mais on va voir l'IA appliquée au domaine agricole et pour faciliter la vie des agriculteurs. Plus précisément, le thème de cette table ronde, de ce plateau, c'est SmagBot. On va voir Smag, l'entreprise est un bot. On va voir ce que on entend par bot comme terme. L'IA au quotidien pour les agriculteurs. Quels bénéfices? Où on en est du développement? Le point de départ de tout ça. Autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Devant moi et autour de moi, trois éminents experts à la fois de l'informatique, des logiciels et de l'IA en particulier. En face de moi, Aurélien Bourgeois. Bonjour Aurélien. Bonjour. Vous êtes Lead Product Manager et Tribe Farmer chez Smag. Alors vous nous expliquerez ce qu'est Smag dans quelques instants. À votre gauche, Martin Lechenet. Bonjour Martin. Bonjour Laurent. Donc vous êtes responsable data chez Alliance BFC. Alors Alliance BFC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une union de 3 coopératives situées en Bourgogne-Franche-Comté, Bourgogne du Sud, Dijon Céréales et Terre Comtoise, qui est ce groupement, cette union, a mutualisé un certain nombre de services, dont la R&D, avec à la fois un volet agronomique, un socle agronomique et 13 à 15 000 micro-parcelles par an, qui servent à faire des programmes sur des thématiques très variées. Également un travail sur tout ce qui est nouvelles filières, diversification en lien avec le changement climatique. Et ils travaillent sur plus de 25 espèces différentes. Et Martin, vous êtes là au titre de l'informatique et de la data, plus précisément, puisque vous animez une équipe de 10 data analystes. On va voir le travail qu'ils réalisent et on le verra tout à l'heure dans des approches qui sont systémiques. On va éviter les approches en silo, on va essayer de lier tous ces points-là avec un point d'entrée, et très important pour vous, l'informatique au service des coopératives et des agriculteurs, c'est-à-dire on part du métier et à partir de là, on travaille le projet. Et donc, un exemple, donc tous les jours, vous avez les données de 9000 agriculteurs adhérents qui sont mises à jour et qui permettent d'avoir toujours la version la plus à jour des données concernant vos adhérents. À votre gauche et à ma droite, Benoît Rousseau. Bonjour Benoît. Bonjour Laurent. Vous êtes le responsable innovation au sein du groupe InVivo, donc une palette de projets très variés sur lesquels vous travaillez, et vous avez également à cœur d'accompagner les métiers, puisqu'on va voir au sein du groupe InVivo, on part toujours des agriculteurs, de leurs besoins et des différents métiers au sein du groupe pour s'approprier et faire ce lien entre le métier, les usages et les nouvelles technos. Et vous animez une équipe de 2 chefs de projet. Vous détectez des besoins, des projets, vous faites des pilotages de projets, vous développez des prototypes et ensuite le déploiement, le quotidien est repris par d'autres entités au sein du groupe. Alors Aurélien, comme je vous ai traité injustement puisque je n'ai pas présenté Smag, de façon synthétique, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Smag ? Oui, très bien. Donc effectivement, Smag, c'est une entité du groupe InVivo. Et on est éditeur de logiciels pour l'agriculture depuis maintenant 25 ans. Et nos logiciels principalement équipent de l'amont à l'aval des semenciers, des techniciens qui accompagnent les agriculteurs, des agriculteurs qui produisent tous les jours dans différentes filières, arboriculture, céréales, polyculture, éleveurs, vignes. Et ensuite, on équipe aussi tout l'aval, donc des industriels agroalimentaires qui vont collecter la production des agriculteurs pour gérer toute la chaîne jusqu'au consommateur. Donc on a une pléiade de solutions logicielles pour tous ces acteurs. Alors souvent, on a peur de ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'il faut que ces outils travaillent entre eux. J'ose imaginer que vous avez développé un écosystème qui permet à tous ces outils de parler entre eux sans duplication de saisie, des choses comme ça ? Oui, tout à fait. Notre leitmotiv, c'est que dès qu'une donnée est saisie dans un des logiciels par un agriculteur, c'est aussi visible s'il l'a décidé par sa coopérative, et sa coopérative peut valoriser cette donnée derrière pour garantir la traçabilité auprès du consommateur. Donc robustesse, traçabilité, et puis multi-usage finalement de cette même donnée. Ce qu'on reproche souvent, c'est la saisie multiple en tant que citoyen dans différentes applications. Alors Benoît, d'où cela est parti ce projet, on va le voir, d'IA, bot, on va voir ce que c'est, souvent agent conversationnel, on va le détailler après. C'était quoi le point de départ de tout ça ? Alors comme vous l'avez dit, on accompagne l'ensemble des métiers du groupe, et donc il y a une grosse stratégie autour de l'IA qui a été déclinée opérationnellement et pilotée par l'innovation groupe.
On a fait un peu le tour de tous les métiers, Oui. voir les besoins, etc. Et c'est vrai que la notion de pénibilité administrative côté agricole, elle est au cœur des enjeux de SMAG et de beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Et naturellement, l'IA, on s'est posé les questions de comment on pouvait venir faciliter la saisie, la valorisation des données, etc. Donc on a commencé à creuser ces sujets-là. C'était un des sujets parmi une centaine qu'on a déjà recensé au niveau du groupe. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté interface de pouvoir passer de la donnée non structurée à la donnée structurée, travailler sur la multisaisie, etc. Donc on a vraiment eu cette initiative-là et commencé à tester des technologies pour approfondir le sujet. Donc logique de simplification. Oui, complètement. L'idée, c'était vraiment, l'IA était une opportunité, mais on avait déjà cette ambition de projet, et donc c'est une technologie au service du projet et pas l'inverse en fait. Parce qu'on entend beaucoup, on l'a vu aussi dans la colère agricole qui s'est exprimée l'hiver dernier et qu'on entend encore dans de nombreux reportages, c'est cette lourdeur administrative. À combien de temps vous estimez les temps administratifs d'un agriculteur ? Alors aujourd'hui, par semaine. Alors il y a plusieurs chiffres qui circulent. On va dire qu'il y a 9 à 10 heures à peu près de chiffres d'heures qui sont consacrées à ça par semaine. C'est encore beaucoup trop en termes de pourcentage derrière. Et donc l'idée, c'est comment on peut encore plus faciliter cette gestion pour libérer du temps et surtout le mobiliser soit sur des choses complètement en dehors de l'activité professionnelle, soit vraiment mettre de la valeur et du savoir-faire sur ce que l'agriculteur doit faire. On va le voir, hein. Donc l'aspect saisie, valorisation. Aurélien, on voit quand même, alors l'IA, on va le voir, agent conversationnel, mais peut-être un des intérêts, est-ce que c'est quelque chose de standardisé comme les projets avant, c'est-à-dire on doit remplir dans des champs bien définis, si je mets une virgule à la place du point, tout est bloqué, on me dit vous avez fait une erreur de saisie, est-ce que c'est collectif ou personnalisable ? Non, aujourd'hui, effectivement, dans nos logiciels, dans nos applications, qu'elles soient mobiles ou web, les agriculteurs ont effectivement l'obligation de remplir certains champs. C'est à la fois réglementaire, mais c'est aussi pour garantir une traçabilité de leur production. Et c'est assez chronophage, tout le monde nous le reproche. Et on essaie de simplifier ça. Et donc, effectivement, on a la qualité de la donnée derrière, peut-être grâce à l'IA, qui va être améliorée aussi. Alors, je l'ai dit à demi-mot, mais je vais le dire encore plus clairement, c'est un agent conversationnel, donc on part de la voix, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. L'agriculteur. Donc l'agriculteur s'exprime et à partir de son expression, des données sont saisies. Mais il y a des noms qui sont des noms de parcelles, des variétés qui sont plus ou moins bien prononcées, choses comme ça. Comment l'IA s'y retrouve ? Tout à fait. Cet agent, il n'a qu'un seul et unique rôle aujourd'hui, c'est celui de capter parmi la conversation qu'il va avoir avec l'agriculteur, de capter les informations essentielles telles que vous avez cité la variété, mais ça peut être le nom de la parcelle de la culture, la surface travaillée, tout ce qui fait une traçabilité aujourd'hui, le nom d'un produit, il va le reconnaître, il va être entraîné sur une base de produits pour capter effectivement même avec des accents de la personne qui parle, il va essayer de reconnaître la dose, l'unité, le produit, la surface travaillée. Donc tout ça, c'est dans une conversation et cet agent ne pourra pas lui donner la météo. En tout cas, cet agent n'est fait que pour ça. Et c'est grâce à l'IA qu'on arrive à borner ce pourquoi les agents conversationnels sont faits. On dit souvent que l'IA apprend. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'au gré de l'utilisation, finalement, il y a une finesse qui se développe pour appréhender encore mieux le langage, les expressions de l'agriculteur ? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce qu'il y a une personnalisation qui va se développer de plus en plus ? Ça, c'est un peu l'avenir qui nous le dira aussi. Aujourd'hui, effectivement, l'agent, il va falloir l'alimenter avec les données de l'agriculteur qui sera en train de parler, donc les données collectées, connecté et collecté sur le compte de SMAG de cet agriculteur. Et donc, il ne pourra pas non plus aller chercher des données d'un autre agriculteur vu que c'est très siloté et il n'y aura aucun problème. Oui, alors effectivement, on l'évoquera, peut-être la confidentialité, la propriété des data. Martin, peut-être pour donner des ordres de grandeur, quand on est dans un cahier des charges, combien il y a de critères à remplir ? Enfin, est-ce que c'est un gros travail, pour dire les choses autrement ? C'est un très gros travail. Aujourd'hui, c'est vrai que le rôle des coopératives, c'est de travailler avec ses clients au bon respect de ces cahiers des charges qui sont derrière garants de valeur pour les adhérents. Vous prenez cet exemple à juste titre parce que l'équipe data a été structurée au départ pour ce mobile de répondre à cette demande de l'aval de respect des cahiers des charges. Bien entendu, cette complexité, elle est normale et naturelle puisque le but, c'est de se différencier sur des marchés. À partir du moment où on a compris que cette complexité était là, c'est comment on automatise tout ce traitement de l'information remontante. Et c'est là où la complexité
liée à la traçabilité, on est obligé de la travailler très tôt avec des partenaires comme SMAC qui nous fournissent les outils qui, on va dire, sont les plus ergonomiques. Et je pense que quand on parle de saisie à la voix, c'est une forme d'ergonomie Tout à fait. améliorée qu'on va chercher. Le but étant derrière pour nous d'avoir l'info la plus chaude possible pour être capable de prouver qu'on respecte bien le cahier des charges. Et si ce n'est pas le cas, être capable d'isoler un lot pour rester toujours très sécuritaire sur ce qu'on sort. Et un cahier des charges, c'est combien de critères? 150 à 200 critères à peu près. D'accord, donc 150 à 200 données qui sont à remplir, à travailler, valoriser dans un cahier des charges en moyenne. En moyenne. Donc on voit effectivement un volume de données assez conséquent. Aurélien, finalement, on l'a évoqué. La logique du paramétrage, comment ça se passe? C'est-à-dire que on appelle ça un prompt en IA, c'est bien ça? Quand on pose une question, c'est quelque chose que vous paramétrez, que vous peaufinez, et après Benoît nous expliquera comment vous l'avez développé. Mais je ne sais pas, l'un des deux, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous pouvez dire, sans trahir de secret de fabrication? Non, tout à fait. On a eu quand même une démarche assez itérative avec Benoît sur la création de ce prompt. Donc le prompt, c'est la consigne que doit suivre cet agent conversationnel. Et son but premier, on va le décrire, on va lui dire tu es là pour faire telle ou telle tâche et surtout ne pas faire telle ou autre tâche. Donc voilà, et ça on l'affine, le prompt, on l'a retouché je ne sais pas combien de fois depuis qu'on l'a initié avec Benoît. Est-ce que Benoît, alors là, un tout petit peu technique sur la gestion des projets, est-ce qu'on est dans une gestion de projet de type agile où finalement on s'adapte un petit peu en permanence? Vous avez utilisé le terme d'itération, c'est-à-dire on fait des boucles. Est-ce que c'est ce type de gestion de projet que vous menez? Oui, en fait, c'est tout l'avantage qu'on a d'être positionné un peu en centrale, en dehors des métiers et au service, c'est qu'on va capitaliser sur l'ensemble des expérimentations qu'on peut avoir dans chacun des métiers. Et en effet, et sur l'IA en particulier, il y avait vraiment deux enjeux qui étaient l'évolution des technologies qui sont tous les 15 jours, on avait des nouveaux outils qui apparaissaient, des nouvelles capacités qu'on testait sur d'autres cas d'usage, qu'on ramenait dans le SMACBot, etc. Et inversement, ce qu'on fait avec SMACBot aujourd'hui commence à nourrir aussi d'autres aspects. Donc on a, nous, plus d'une cinquantaine de cas en cours aujourd'hui qui commencent à délivrer en plus de la valeur. Et toutes ces sensibilités qu'on a sur le travail de la donnée de référence, sur le prompting aujourd'hui dans les agents, sans même trahir, on est même à plusieurs prompts empilés, etc. Donc on commence à avoir des outils un peu complexes. Donc on se forme en même temps aux technos, en même temps aux usages, et je pense que c'est cette proximité avec le métier qui fait qu'on arrive à trouver les bonnes orientations, identifier le minimum de valeur à créer pour avoir quelque chose de robuste et ensuite le passer et l'envisager au passage à l'échelle. Donc c'est ça tout l'enjeu. Ouais, c'est finalement aussi un effet de levier entre la donnée, sa valorisation et le travail de développement. Ce qu'on entend dans ce que vous dites aussi, c'est que ce côté innovant, très rapide, on apprend un peu en marchant aussi dans cette gestion de projet. C'est-à-dire que l'avantage, c'est d'avoir tous ces cas d'usage qui servent les uns aux autres. Enfin, en tout cas, la connaissance peut servir en transversal. Exactement, il y a une vraie perméabilité aujourd'hui entre les projets. Les équipes aujourd'hui qui pilotent ces sujets-là travaillent sur plusieurs projets en parallèle. On a du vocal en effet sur la partie SMAG, mais on a d'autres enjeux beaucoup plus administratifs, même en interne, dans d'autres projets avec des traitements de factures ou des choses comme ça. Et en fait, il y a une montée en compétences globale et surtout l'IA aujourd'hui raccourcit considérablement certains délais d'exécution, de mobilisation de ressources pour aller délivrer assez vite. Donc voilà, ce qui est très bien aussi, parce que souvent les projets conséquents en informatique, on était sur des pas de temps très longs, donc il y a une accélération, c'est ce que je crois entendre. On est vraiment sur de la méthode agile et loin des cycles en V en effet sur ces approches-là. Donc avant on était sur des mois, voire quelques années. Aurélien, les clients, est-ce qu'ils ont été impliqués? Il y a eu des périodes de test. Alors vous parliez tout à l'heure de preuve de concept, c'est fait avec des clients. Enfin voilà, vous pouvez répondre tous les deux. Comment vous avez travaillé avec les agriculteurs pour être sûr que on parlait d'ergonomie, de prompt, tout ça. Comment vous les avez impliqués? Mais en fait, aujourd'hui, on a notre veille technologique et aussi opérationnelle sur nos métiers d'éditeurs, et on savait que ces outils, cette technologie pouvait aussi être implémentée dans nos logiciels, dans nos applications. Et au même moment, on a eu des agriculteurs et des coopératives qui nous ont sollicités pour faire du vocal.
Et c'est quasiment le hasard qui a fait qu'au même moment, Martin m'a sollicité. Là où nous, avec Benoît, on était déjà en train de regarder la technologie pour créer cet assistant vocal. Et donc on a tout de suite demandé à Martin, c'est le premier de nos clients partenaires, de participer à ce projet pilote. Et au final, c'est surtout pas Martin ni moi qui allons tester et valider le concept, ça va être des agriculteurs. Donc on en a aujourd'hui un et bientôt un peu plus. Et Martin, c'est venu, alors d'où est venu, enfin on voit qu'il y a une synchrone, on va dire, entre vos deux approches. C'est venu d'où? C'était une demande? C'est vous qui vous êtes dit, tiens, comment vous êtes arrivé à ce point un peu commun? C'est le conseil d'administration? C'est quoi le point de départ de ça? Passer au vocal. Alors, en fait, déjà au départ, cette logique de remontée plus fluide de l'information, ce dont vous parlez, on l'appelle chez nous plus vulgairement le pacte de l'emmerdement minimum. C'est-à-dire qu'en 2020, on a dit à nos agriculteurs, on vous promet que jamais on vous redemandera 2 fois la même information à un autre moment de la chaîne, mais par contre, il faut vous engager à saisir toutes vos interventions du premier déchômage à la récolte dans votre outil de traçabilité. SMAG joue bien le jeu, puisque derrière, on est raccordé aux bases de SMAG et on a une synchronisation de nos bases qui fait qu'on exploite cette donnée-là derrière. Donc c'est de là qu'est venu le partenariat, je trouve, de départ, qui a permis de commencer à réfléchir à des solutions qui vont plus vers l'avant en termes d'acquisition. Et je pense aussi que c'est le contexte aussi qui fait que l'IA aujourd'hui est beaucoup plus accessible. Et ben, au même moment, cette idée-là est sortie parce que naturellement, on savait que c'était une sorte d'idéal qu'on pouvait imaginer un jour et aujourd'hui, ça devient concrètement accessible. Voilà. Ces principes que vous venez de nous édicter, ce serait intéressant que vous puissiez travailler avec l'administration française. Bon, un petit peu d'humour. Donc en 2025, Aurélien, vous avez dit, on a testé avec une coopérative, un agriculteur ou deux. Enfin voilà, on voit, ça peut marcher. C'est quoi l'objectif en 2025 pour vous? Je vais poser la même question à Benoît et à Martin. Très bien. Donc effectivement, nous, fin d'année dernière, en décembre 2024, on a montré qu'on avait quelque chose un proof of concept qui pouvait fonctionner. C'est un prototype, quoi. Oui, c'était vraiment vous aviez un prototype, une première version, quoi. Tout à fait. Qui était branché sur les données d'un agriculteur, ses parcelles, ses produits, et que derrière, l'agriculteur, c'était assez lisible pour lui. Il récupérait les interventions qu'il dictait à son application. Donc, l'objectif pour 2025, c'est de recruter beaucoup plus d'agriculteurs en s'aidant de nos clients et partenaires coopératives agricoles et tous les autres partenaires qui nous entourent. Eux vont faire le jeu de recruter des agriculteurs pilotes intéressés et on va créer une sorte de petits groupes de travail. Quand je dis petit groupe, on sera peut-être une trentaine à une quarantaine d'agriculteurs qui testeront sur l'année 2025. Et derrière, le but, c'est d'aller encore un peu plus vite sur la fin d'année 2025, voire 2026, pour proposer nativement dans nos solutions SMAG quelque chose de fonctionnel. Ce qu'on voit, Benoît, finalement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Vous êtes innovation au sein du groupe, donc vous avez développé. Pour vous, au sein de votre équipe, c'est quoi l'enjeu en 2025 ? On voit le côté SMAG, est-ce que c'est le transfert de dossier? L'enjeu, il y a essentiellement en fait, la preuve de concept pour le coup elle est transférée, c'est-à-dire que nous on a initié la démarche, on l'a pilotée et on a fait venir les équipes de SMAG avec nous sur le sujet et maintenant on va être plutôt intervenant en termes de support où les équipes là ont transféré le pilote, il est même déjà pré-industrialisé et là on va nous plutôt venir en support et en expertise pour continuer d'alimenter. Il faut se dire que le pilote c'est un peu comme Renault quand il fait son concept car, c'est-à-dire qu'il met toute la techno, beaucoup de choses à tester. Et puis après, il va prendre des petits bouts au fur et à mesure du temps, de la maturité, de l'attente, et distiller ça dans les applications, en l'occurrence de SMAG. Donc, on est vraiment dans cette approche-là. Et l'idée, c'est là où avant on disait, pour la pub d'Apple, c'était de dire pour ça, il y a une application. Et donc, on avait plein d'applications. Là, l'ambition, c'est de se dire que demain, on n'aura plus qu'une seule application avec beaucoup d'appels dedans. Et l'IA pourra naviguer dans les besoins, l'expression, etc. Et soit ingérer de la donnée, soit restituer de la donnée. Donc c'est tout l'enjeu de l'IA aujourd'hui qui a été fait en 12 mois de temps en termes de gap, c'est-à-dire on peut créer de la donnée, on peut produire de la donnée, là on peut en enrichir et tout ça dans un langage naturel, donc passer de données non structurées à la donnée structurée qui est quand même qui crée la plus grande complexité dans tous les outils qu'on a aujourd'hui. C'est de l'expression d'une phrase rentrer dans une base de données normée avec chaque valeur à sa place, ce qui est quand même ce qui traduit la complexité des interfaces aujourd'hui. C'est une vraie innovation. Et s'il manque une information, le but de cet agent, c'est de savoir qu'il en manque une et de reposer la bonne question. Vous ne m'avez pas répondu sur la surface, quoi, ou je n'ai pas la donnée sur la surface. Tout à fait. C'est ça ? Exactement, c'est le principe.
Alors, vous parlez de l'animation de la communauté. Est-ce que ça aussi, vous le transférez à SMAG ou vous... Parce que les fonctionnalités, vous l'avez dit, elles peuvent évoluer, soit on en sélectionne, soit on progresse. Est-ce que là, à partir de maintenant, c'est SMAG ou est-ce que vos équipes continuent d'intervenir? Aujourd'hui, nous, il n'y a aucun projet côté innovation qu'on fait sans le métier. C'est-à-dire que c'est pas du tout dans nos convictions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, SMAG a sa vision produit, ses connaissances de ses clients, sa feuille de route produit également. Et nous, on est juste là pour dire, on a des capacités de tester, on a des ressources pour explorer. On vous les présente, on se fait des ateliers, des workshops, des hackathons, enfin plein de choses comme ça. Et l'idée, c'est de voir ce qui émerge et ce qui a de la valeur. Après, soit certains sujets, on les pilote parce qu'il n'y a pas les capacités en interne à un moment, mais après, on est dedans. Mais il n'y a jamais de stand-alone sur ce principe-là. Parce que ça reste leur business et moi, j'ai aucune connaissance suffisante du business pour vous dire telle ou telle idée, c'est la bonne ou pas. Oui, d'accord. Ok, donc on voit bien finalement cet interfaçage, même ce travail ensemble et avec beaucoup d'allers-retours. La formation, est-ce que c'est important dans un projet comme ça? Parce que vous l'avez dit, langage naturel, ergonomie, facilité, on se dit, bon bah voilà, vous m'installez l'appli et ça y est, c'est parti. Est-ce qu'il y a quand même nécessité de formation pour accompagner les utilisateurs et peut-être les équipes SMAG aussi sur la façon de développer, de déployer l'outil? Alors justement, j'allais dire, la formation, s'il doit y en avoir une, c'est dans la formation continue de nos collaborateurs qui, avec la technologie, qui vont effectivement devoir se former s'ils ne le savent pas aujourd'hui la gérer. Par contre, pour nos utilisateurs, le but, c'est de faire des outils où il n'y a pas besoin de formation. Aujourd'hui, si on fait une application mobile où il faut qu'on t'explique pendant 3 heures comment ça marche, on a raté notre application mobile, ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, c'est forcément d'une manière native, vous installez vous en tant que particulier dans vos smartphones des applis, vous n'êtes pas formé. C'est notre credo aussi, avec l'ergonomie, nos designers, on est dans cette optique-là, pas de formation. Martin, la confidentialité des données, est-ce que c'est un sujet qui préoccupe vos adhérents? Bien sûr. Bien sûr, je pense qu'il y a aussi une relation de confiance à construire et c'est pour ça qu'on doit leur donner des garanties sur toute la chaîne de traitement de cette donnée. Aujourd'hui, on parle de coopérative de données. Je peux livrer du grain, acheter des apprends en commun, mais quand je livre ma donnée, c'est une valorisation collective de l'information, des partenaires solides et une vraie confiance sur l'usage qui est fait de ces données derrière. Ça veut dire qu'il y a un consentement? Enfin, comment ça se passe? Alors, on ne part pas forcément de cette appli, je pense qu'il peut y avoir quelque chose en amont. Il y a toujours la logique du volontariat et du consentement. On paramètre souvent, c'est ça comment ça se passe dans la majorité des applis? En effet, la gestion du consentement, dès le départ, elle est intégrée. Nous, on aime au maximum que ce consentement soit intégré dans l'application en natif. C'est-à-dire que des modules de consentement externes, ça n'a pas fait ses preuves. Donc vous l'intégrez directement dans l'appli, dans le paramétrage avec des petits pop-up qui montent en disant... Non, mais tout à fait. Comme on voit sur les cookies, par exemple. Oui, pardon, c'est ça. Les agriculteurs, quand ils s'abonnent à la solution SMAG, de toute manière, ils voient que leurs données, c'est les leurs. Et après, s'ils travaillent avec une ou deux coopératives ou autres négoces, ils peuvent partager les données. Ils peuvent aussi ne pas partager les données, donc ça c'est SMAG qui le garantit. Et donc les données professionnelles sont bien laissées dans leur propre compte sur SMAG. Tout ce qui est RGPD, données personnelles, c'est quelques données, ça c'est aussi sécurisé. Nous on n'a pas on les transmet pas, il n'y a pas de problème. C'est encore un sujet ça, Benoît, la confidentialité ou pas? Parce qu'on a l'impression que quand on rentre dans l'écosystème, on demande et puis même quand des emails, les données... Alors c'est un sujet de préoccupation permanente de toutes les équipes. Après c'est un sujet quand on a eu l'IA qui est arrivé et on le voit, il y a beaucoup d'acteurs, de plateformes, etc. On a des gros sujets même pour nos collaborateurs de quelle confidentialité on a quand on discute avec des IA. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous on a choisi d'intégrer tous les modèles dans nos environnements qui sont sécurisés, étanches, donc il n'y a pas d'éléments qui vont réentraîner les modèles, que ce soit chez OpenAI, Anthropic, etc. Donc on a tout ce qui est dans nos infrastructures. On choisit aussi des IA qui sont compliant. Il y a l'AI Act qui est sorti au niveau de l'Europe, etc., qui oblige un certain en conformité, nombre de... en français, en conformité de compliance, voilà. Et donc on est vraiment dans ces enjeux-là de... continuer la feuille de route et les bonnes pratiques qui guident aujourd'hui chacun des cas d'usage qu'on peut avoir, que ce soit pour les agriculteurs ou en interne pour le métier. Donc, comme pour les autres, finalement, pas forcément un rôle particulier. On va arriver un petit peu à la fin, enfin pas un petit peu, même à la fin de cet échange et de ce débat. En mot de la fin, Aurélien, qu'est-ce que vous avez envie de dire, que les gens retiennent votre message clé? Parce que c'est vrai que l'IA, tout le monde en parle, tout le monde s'y intéresse et on ne voit pas forcément tous les usages. Et donc, dans le milieu professionnel, ça peut être surprenant pour certains.
Qu'est-ce que vous avez envie de partager pour la fin? Donc déjà, rendez-vous très prochainement à tous les agriculteurs qui veulent tester et faire partie de ce pilote. Rapprochez-vous des coopératives avec qui vous travaillez déjà sur le sujet SMAG. Et puis les coopératives nous solliciteront pour faire partie du projet. Et effectivement, donc, ce premier cas d'usage de faciliter la traçabilité agricole, d'avoir de la donnée chaude et rapidement enregistrée dans SMAG, ça c'était un premier cas d'usage. On en a identifié d'autres aujourd'hui. On pourrait aussi simplifier la saisie d'une observation pour un technicien. Ça pourrait être avec des documents, prendre en photo des documents ou des plantes pour identifier plus facilement les problèmes, les manques de nutrition, etc. Mais oui, on en est aujourd'hui qu'au premier cas d'usage et on a 2-3 bien identifiés qui permettront de suivre ça sur les années à venir. Bon. Donc finalement, on va utiliser la puissance de la technologie avec des données hétérogènes et au format différent pour finalement arriver à des conclusions, des recommandations, des aides à la décision aussi dans certains cas. Benoît, le mot de la fin, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette expérience et des nombreuses expériences? Parce que vous l'avez dit vous-même, vous avez listé près d'une centaine de cas d'usage, dont 50 qui sont en développement, si j'ai bien compris. Oui, on a de quoi s'occuper en ce moment. En effet, ce que je trouve passionnant, c'est qu'on voit qu'il y a une appétence générale. Donc, depuis quelques mois, on a les collaborateurs, les utilisateurs qui découvrent l'IA et des usages et que en fait, ce qui me plaît, c'est que l'IA commence à s'effacer, entre guillemets, on ne met pas de l'IA pour de l'IA et qu'on se pose tout de suite la question de à quel endroit on le met et pour quelle ambition, quelle valeur on va aller créer. Donc ça, c'est vraiment tout l'enjeu et pour moi, on est vraiment dans cette étape-là de technologies qui vont se stabiliser, même s'il y a une vitesse, une forte sur ce type d'innovation qu'on n'avait jamais vu jusque-là, et d'être sur des interfaces les plus intuitives possibles et donc de changer aussi des rythmes ou des relations qu'on peut avoir avec la data de manière générale. Donc ça, c'est des vrais enjeux. On peut qualifier l'IA d'innovation de rupture? Alors l'IA, les IA, il y en a beaucoup aujourd'hui, on a plein de projets. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une innovation de rupture, mais on va avoir des usages de rupture aujourd'hui qui vont vraiment changer des organisations, des modes de travaux, d'accès à l'information. On le voit, nous, dans les organisations, quand on fait Alors on forme aussi les collaborateurs en interne à comprendre ça pour aller chercher les cas d'usage. Et on voit que ça vient de challenger des process, des organisations, des manières de travailler aussi. Donc je pense qu'en ce sens-là, il y a alors, rupture, c'est peut-être un peu violent, mais en tout cas, il y a une forte incrémentation de sujets. Donc, voilà, vraiment quelque chose de très nouveau. Aussi, on aperçoit quand même, non pas seulement entre les lignes, mais vous l'avez dit vous-même, c'est aussi améliorer les conditions de travail de l'agriculteur, moins de temps administratif, peut-être plus de temps disponible pour autre chose, peut-être plus sur son cœur de métier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans votre feuille de route, c'est-à-dire au niveau du groupe et au niveau de la cellule innovation? On veut et on est un partenaire de cette transformation au niveau de l'agriculture. C'est l'essence même du groupe InVivo. Donc toutes les innovations qui peuvent contribuer à alimenter nos visions, nos projets, nos produits vont aller dedans. Donc l'IA, comme d'autres technos, vont y contribuer. Et donc c'est sûr que sur des profils type agriculteurs qui sont relativement isolés en termes de travail, d'avoir des assistants ultra puissants, ultra précis dans leur mission devrait grandement faciliter ces enjeux-là. Martin, vous représentez une coopérative. Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça, entre IA, modèle coopératif? Parce qu'on voit que c'est une approche collective, là, ce qu'on est en train d'expliquer. Même si on va aller vers la personnalisation, quand on fait ce choix, on le fait pour les adhérents. Et tous les adhérents, potentiellement, en tout cas ceux qui sont intéressés. Je vous remercie. Puis je vais me permettre de prendre un peu la parole pour passer quelques messages aussi. Nous, il y a un point très important qu'on relève, c'est que, attention aussi à la technologie baguette magique. Dans le sens où l'IA a un fort potentiel, mais on ne pourra l'exprimer que si on a un socle solide et une forme de maturité data au départ. Il ne faut surtout pas que, parce qu'on déploie de l'IA, on néglige le socle data et la qualité de la donnée d'entrée. Si on veut vraiment en exploiter le potentiel, il faut qu'on fasse ça. Donc c'est ce qu'on remonte aussi. Et il y a des messages qui passent aussi vis-à-vis de nos fournisseurs de solutions, parce que derrière, on va être très exigeant sur la qualité de la donnée d'entrée. Sinon, on n'exprimera pas le potentiel de l'IA. On voit les conséquences aussi sur des audits ou des cahiers des charges, si la donnée n'est pas qualitative. Complètement, et on le voit aussi en interne, parce que les sujets d'IA sont aussi des sujets d'actualité en interne chez nous. Et on voit très bien qu'avoir une bonne maturité data permet très vite de mettre en place des solutions IA performantes qui répondent aux besoins. C'est un préalable pour vous? C'est-à-dire d'avoir acquis cette maturité data?
Tout Oui. à fait. Moi, je pense qu'une technologie qui est balancée, et c'est pas de moi cette citation-là, mais qui est balancée sur un système qui a des défaillances, Ouais. ne fait qu'exacerber ces défaillances. Donc, voilà. Ça Il répare y a un pas. potentiel, il faut pouvoir l'exprimer pleinement. Ça répare pas, ça valorise, ça exploite, mais voilà, il faut des fondements, voilà, digitalisation, solidité de l'approche data, comme préambule, si je crois entendre Martin, puisqu'on voit que les usages sont multiples, certes, mais certains réglementaires ou avec impact financier fort, donc importance de ce travail. Un grand merci, messieurs. Merci à vous. Merci à vous. J'espère que pour les gens qui nous ont regardés, qui s'arrêtent et qui regarderont la vidéo, finalement, ils verront finalement, comme vous l'avez rappelé, l'usage professionnel de l'IA, puisqu'on en entend beaucoup parler à titre personnel. Et c'est là où on voit aussi cette porosité finalement dans une technologie de ce type-là. Un cas d'usage, vous l'avez dit, et donc un déploiement prévu en 2025 avec, je l'ai bien entendu, un appel à témoins. Tous les agriculteurs qui sont intéressés remontent leur intérêt via leur COP et qui reviennent vers vous. C'est bien ça, Aurélien? Tout à fait. À très vite. Bon, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon salon de l'agriculture. Merci beaucoup. Merci à vous.